Hey, salut JF, salut Clément, Clément, salut Clément, ça va bien? Ça va bien et toi? Ben ouais, super bien. Super bien. Hey, bienvenue au Power Hebdo. Cette semaine, on a un invité spécial, Clément, de l'équipe de DVD. Bonjour, bonjour Nancy qui est avec nous sur Zoom. Bonjour tout le monde sur Facebook. Donc, cette semaine, on parle de l'intelligence artificielle pour les nuls. Donc, on va quand même rentrer dans des concepts super intéressants. Au niveau de l'intelligence artificielle. Je me présente, moi je suis Dominique Blouin, je suis le président de la firme DVD. DVD, on développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs, les agents et les détaillants. Surtout, on aide les équipes de vente, marketing, planification de la demande à utiliser leurs données de façon intelligente pour améliorer leur vente. On est aussi l'équipe qui développe le logiciel Pawa. Pawa, un logiciel qui permet de optimiser la gestion des prévisions, des promotions, gérer les activités de vente et surtout utiliser les données pour améliorer les ventes. Donc, chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent les données, les processus en entreprise, comment on peut utiliser les technologies pour améliorer la performance des organisations, puis comment on peut améliorer nos processus, puis s'améliorer en tant que gestionnaire. Cette semaine, on parle d'intelligence artificielle avec Clément et Jean-François. Jean-François, de quoi on va parler exactement? Alors, ben, c'est ça, c'est un jeu de mots un peu, là, l'intelligence artificielle pour les nuls. C'était voulu. Là, le bon terme aurait été plus introduction à l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui est de plus en plus parlé. C'est un buzzword aussi. Des fois, le monde ils disent qu'ils font de l'AI, mais quand on parle un peu plus concret, c'est quoi de l'AI, on se rend compte que c'est très complexe, qu'il y a beaucoup de champs d'expertise. Puis, Clément qui est avec nous, dans le fond, il nous a fait un super de bon Lunch and Learn. C'est une activité qu'on fait à tous les jeudis midi. Toute l'équipe, on se rencontre là, tout de suite après le Power Hebdo. Puis, on parle de plein de sujets. Puis, Clément nous avait fait une introduction en intelligence artificielle. Puis on trouvait ça super intéressant. Fait qu'on s'est dit, on va faire un Power Hebdo pour partager ça avec tout le monde. Donc, on commence ça en force. Donc, Clément, toi, je vais te laisser parler un peu de l'intelligence artificielle, un peu d'histoire, tout ça. Mhm. Yes. On va commencer ça. Bonjour à tous. On va parler un peu de la naissance de l'IA. L'IA, ça a été créé, on peut dire, en 1960, enfin 1956 précisément. Pendant une conférence dans un collège avec plusieurs mathématiciens et probabilistiques, enfin, et informaticiens, enfin, de l'époque. On retrouve genre Alan Newell, Herbert Simons. Et en fait, ils ont défini l'IA comme l'ensemble du domaine de travail qui regroupe les maths, les stats en informatique. Ils sont basés sur trois travaux déjà existants. Donc, OK. on avait l'algorithme de vérité qui a été énoncé en 1666. Puis, L'algorithme de vérité ouais, en 1666. Puis là, tu es en c'est- train de nous parler des gars qui se parlaient de ça en 1956, en 60, ouais, en en 1960. 60, dans les années 60. Ça C'est fait ça. quand même. C'est passé Et, C'était la théorie. En fait, on avait comme l'informatique, on avait beaucoup de théories, mais pour la pratique, on manquait de technique et puis d'avancer. ah, C'est ça, l'algorithme de vérité. On avait le test de Turing, donc ça aussi qui a été plus dans les années 40 avec la guerre. Alan Turing, par rapport à la machine Enigma, mais il avait été aussi connu pour le test de Turing, donc savoir si on parle à une machine ou à un ordinateur. Donc, si on n'arrive pas à distinguer, on a réussi le test de Turing. Et enfin, il y avait la représentation du neurone, donc en représentation mathématique d'un neurone, en fait, de notre cerveau, en fait, du neurone humain. OK. OK. Fait qu'on essayait de représenter mathématiquement le cerveau humain. Fait qu'on Mhm. était vraiment dans de la Ça, théorie, c'est peu de technologie à l'époque. Et ces mhm. gars-là, ils réfléchissaient à ça quand Ouais, même. c'est ça.
Puis, tu sais, dans le fond, je sais, c'est ça, la technologie est arrivée, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité, mais la mathématique, ça fait beaucoup plus longtemps. Puis, Ouais. c'est-tu de reproduire le cerveau humain, dans le fond? Bah, le modèle mathématique, j'ai plus la date là. Je sais pas s'il a été créé pareil en 1600 ou plus tard là. Je sais pas. Je sais que c'est McCulloch et Pitts, mais je sais pas. J'ai plus la date là, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, ça là, on retrouve à gauche donc la représentation d'un neurone dans le corps humain là, au niveau Mhm. scientifique. Puis à droite plus mathématique. Fait que, pour résumer, on a X1 et X2 qui sont les signaux électriques un peu, donc qui passent par les dendrites. On a le noyau donc en bleu, puis le neurone. Donc chaque signal a un poids, donc on peut dire une importance, c'est W1, Mhm. W2. Puis en fait, il va y avoir un signal de sortie, donc il va à droite, là on voit la flèche qui sort. Donc ça, c'est l'axone, en fait, il va passer par là, le signal de sortie. Et soit il y a un courant, soit il n'y en a pas. Donc c'est un peu binaire, c'est un peu 0 ou 1, Mhm. c'est pour simplifier. Et ça connecte en fait. Avant X1, on peut mettre un neurone, avant X2, on peut mettre un neurone. Puis là, après, à droite, il va aller vers un autre neurone. Puis si on met, voilà, le principe de base d'un neurone est assez simple. Mais si on met plein de neurones collés, en fait, on a un réseau de neurones, donc neural network. Et c'est là-dessus que s'appuie l'IA. En fait, on a des réseaux de neurones et puis on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Soit ils s'activent, soit ils ne s'activent pas, en fonction, avec des fonctions mathématiques. Et ça donne des résultats assez intéressants là, qu'on va voir après, genre. Fascinant. Puis, ici, là, je veux juste vous dire aussi, on va mettre sur notre site web une vidéo qui résume un peu cet arbre-là, parce que vous voyez, il y a plein de types d'AI. Donc, si vous voulez, après, en fin de journée, ça va être disponible sur le site web. Vous allez pouvoir écouter la vidéo de Ray Ramesh ici. Mais, Dans les commentaires du JF sur Facebook, on mettra le lien. Puis, oui, bonne idée. aussi vers l'article. Donc, on voit tous les types d'IA. Clément, tu es en Ça, train de parler de réseau neuronal. ouais, Je pense qu'on était plus dans la zone de c'est droite, là, ça. le Deep C'est ça. Learning Neuronal Network, le NN, si je comprends bien. Exact. Neural network, yes. Cette vidéo est vraiment bien. Elle simplifie vraiment. Là, c'est accessible à tout le monde. On peut l'écouter plusieurs fois. Et très rapide. Voilà, c'est vraiment. On a trouvé cette vidéo très intéressante et simple. Ouais, c'est quoi? C'est un 5 minutes, je pense. C'est Ouais, vraiment je pense cool. que c'est vraiment. C'est ça. C'est le titre de la vidéo. Je sais plus. C'est l'IA pour les gens qui n'ont pas le temps ou quelque chose comme ça là. Ouais, Donc, c'est vrai, t'as raison. fait que là, on peut voir, donc on a l'IA, on a plus à gauche tout ce qui est symbolique, tout ce qui est proche de la robotique, des robots, puis de la vision. Et sinon, nous, on va se concentrer plus sur la partie droite, donc tout ce qui est machine learning, donc l'apprentissage, puis faire des prévisions avec des tendances et trouver des patterns. En fait, c'est surtout ça, l'IA, c'est trouver des patterns. Et on n'a pas défini l'IA, on aurait pu commencer par ça, parce que qu'est-ce que l'IA? En fait, c'est vraiment reproduire les aspects cognitifs humains, enfin avoir un semblant d'action intelligente. Mhm. Donc c'est ça, c'est l'homme, on apprend, on assimile en fonction avec la vue, le sens, l'odorat, puis l'apprentissage. Donc on essaye de reproduire ça en tout ce qui est computer vision, puis apprentissage des patterns, c'est ça, c'est on apprend, on voit, on analyse et on apprend des choses. C'est ça, l'IA. Exact. Puis progressivement, on commence à voir des trucs apparaître dans notre quotidien. Par exemple, les gens qui utilisent Google Photos ou n'importe quel système de classement de photos, maintenant, il y a de la reconnaissance d'objets. Bon, on le voit à droite, l'image processing. Mhm. Donc, on voit ça émerger, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la présentation de Clément, puis on va le voir très bientôt, c'est que dans certains cas, vous allez voir, il y a des entreprises qui ont trouvé des façons très créatives d'utiliser l'IA parce que l'IA n'est pas développée énormément dans tous les segments. Donc, dans certains cas, on pense à un problème, puis on pourrait dire, OK, on va utiliser le deep learning, mais on va utiliser une autre stratégie. Donc, différentes stratégies peuvent être utilisées au niveau de l'IA pour régler des problèmes, puis on va en avoir un exemple vraiment. Moi, j'ai eu mon wow Oh, quand, ouais, c'est quand Clément fascinant. nous a présenté ça.
Juste dire sur Facebook, on a Ricardo qui nous dit que le perceptron a été inventé en 1958. Merci pour le complément, Ricardo. On a Antoine aussi qui nous parle, qui aime bien l'idée des lunch and learn. On est content de voir que c'est une idée qui fait qui va faire peut-être des petits. Ben oui, c'est ça, là. Avec le perceptron, c'est ça. Il y a des, comme les chatbots. Les chatbots de 1960 marchent aussi bien que les chatbots qu'on a avec Google, puis sur Messenger, puis les trucs comme ça, là. Dans les années incroyable. 70-80, Ouais. on n'a pas fait énormément. On a beaucoup au niveau des data là récemment, surtout parce qu'on a beaucoup de data en fait qu'on a Exact, c'est ça. réutilisé là. Fait qu'un exemple de IA, Ouais. c'est ça. Là, on a les petites C'est ça. fréquences derrière. Là. Tu sais, c'est ça. Des fois, on pense que l'IA, c'est quelque chose de très scientifique dans un domaine médical ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est quelque chose de concret qui nous a fasciné vraiment avec Spotify. Puis Clément, tu vas nous parler des différentes AI qu'ils utilisent chez Spotify pour aller sortir. Puis on va se dire, ils sont vraiment dominants sur le marché. Donc, c'est une des tactiques commerciales, pas commerciales, de recherche-développement qu'ils ont faites. Donc, je te laisse continuer avec la première type d'intelligence artificielle qui ont implanté. C'est ça, Spotify. Donc, pour se démarquer là, des autres plateformes, ils ont un système de découverte de la semaine là, qui propose des nouveaux sons à leurs utilisateurs. Donc, comment ils font pour prévoir ou comment dire, proposer des sons que tu vas forcément aimer? En fait, c'est pas de la magie. Là, ils utilisent donc l'IA. Donc, ils utilisent différents algorithmes, enfin, différentes façons de l'IA, comme on a vu. Il n'y a pas c'est pas qu'une seule chose. Là, il y a différents moyens de procéder. Fait que là, le NLP, le Natural Language Processing, si je me trompe pas. Donc ça, c'est le fait, c'était surtout utilisé dans le temps, enfin avant, dans la classification de fichiers ou de phrases. Donc ça permet juste, c'est la machine qui apprend d'un texte. Fait qu'il va analyser un texte, il va le séparer en fragments, en phrases. Et avec ça, on va pouvoir tirer des conclusions. Donc eux, Spotify, ils utilisent tout ce qu'il y a, les articles, tout ce qu'il y a sur Internet qui est en relation avec la musique. Et ils vont arriver à voir si un artiste, par exemple, est cité avec tel autre artiste ou tel style. Et même, ils vont utiliser le NLP sur leur propre playlist ou les playlists que les gens créent. Donc, par exemple, on crée une playlist rock, puis on voit qu'il y a tout le temps les mêmes noms d'artistes qui ressortent ou quel même vocabulaire. Ça peut être genre, par exemple, le rock, c'est souvent certains mots, certains thèmes. Avec ça, on va pouvoir créer des tags, puis classer nos musiques et créer d'autres playlists avec les mêmes vocabulaires, les mêmes titres, puis créer des liens d'importance entre certains artistes. Donc, on va pouvoir recommander certains artistes parce qu'on sait qu'ils sont liés avec d'autres. Et pareil avec les thèmes de musique. Enfin, déjà, on a déjà cette première approche d'apprentissage juste textuel. On arrive à créer des tags et des liens déjà au niveau du data. Fantastique. Vraiment, vraiment cool. Deuxième. Filtrage collaboratif. Okay, là, Ouais. on est dans une mathématique un peu plus c'est complexe. Ça. On est toujours un peu dans l'utilisation de data sans le savoir. Enfin, en gros, comment optimiser le data. Donc là, le filtrage collaboratif, ils vont utiliser toutes les data utilisateurs. Donc, quels sons on a écouté, quels sons qu'on a mis, qu'on a liké, qu'on a écouté 5, 10 fois ou une fois, celles qu'on a pas dislike, enfin qu'on n'a pas du tout aimé, qu'on a supprimé de nos playlists. Donc là, on a un peu une matrice. Donc, ils utilisent la factorisation de matrice. C'est un peu, ça semble barbare, un peu compliqué, mais ce qu'on peut retenir, c'est que XY, c'est un vecteur, c'est le vecteur utilisateur, et c'est notre profil, mais euh, au niveau mathématique. En fait, c'est nos data, mais simplifiées au niveau mathématique pour que ça soit plus performant, puis qu'on puisse faire appliquer des... Vas-y. Si j'essaie de le dire en d'autres mots, c'est-tu un peu d'analyser le comportement des utilisateurs dans l'application, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils n'écoutent pas, puis essayer de faire des liens entre eux pour proposer des choses? C'est ça. En fait, on a une image mathématique de chaque utilisateur. En fait, c'est son profil, c'est ton profil. C'est un peu toutes tes data, toutes tes informations. Et eux, ils vont... C'est comme ton empreinte comme utilisateur, comme consommateur de musique. Et là, ils vont essayer de faire des recoupements pour, par exemple, proposer. Si Dominique écoute tel groupe et tel autre, et que Clément écoute un profil similaire, ils vont t'envoyer dans la même direction. C'est ça. Ben, ils les utilisent au niveau des maths. Il y a des moyens, mais ce qui est flagrant, des fois, ils montrent, c'est
au niveau spatial, vu que c'est des vecteurs, on peut les représenter dans l'espace. Et deux vecteurs qui vont être à peu près dans le même espace, assez proches, eh ben, on va dire, on va proposer, on va merge, on va mixer un peu les propositions, enfin les musiques. Puis on va proposer, bah, tiens, lui, il n'avait jamais écouté ça, on va lui proposer ça cette semaine pour qu'il voie s'il Ouais, aime ça. Ah, c'est si vous trouvez ça hot, là, attendez de voir Ouais, l'autre stratégie. On va passer à l'autre stratégie que Clément, il faut que tu nous expliques ça. On passe par Yes. quelques étapes. Restez Mm. avec nous, là, soyez patients. Ça fait de la charge mentale à comprendre. Vous allez voir que le Et, punch. et que donc, c'est la troisième IA qu'ils utilisent. Ouais, exact. donc Troisième stratégie. la dernière IA qu'ils utilisent, enfin une des dernières, je pense, c'est au niveau des musiques en fait. Ils vont analyser les fréquences, la musique. Donc déjà, comment ils font ça? Ils ont utilisé le CNN, donc le Convolutional Neural Network. Donc ça, normalement, en plus, on voit l'exemple là. Normalement, c'est pour une image à la base. À la Mhm. base, c'est utilisé. Donc on retrouve là, c'est utilisé un neural network. Donc on a le système de différents neurones avec différents niveaux. Et là, on va fragmenter un peu comme les phrases, mais on va fragmenter l'image en plein de petits samples, plein de petits échantillons. Puis chaque échantillon va être analysé et pour trouver des patterns et pareil des motifs qui se répètent. Et à chaque fois, après, on va mixer les infos pour à la fin avoir un output, là, enfin, une sortie, un résultat. Donc, Donc, nous, le genre de technologie qu'on utilise, comme je disais tantôt, pour dire sur Google Maps, voici toutes les photos sur lesquelles Clément se trouve, disons. mhm. Ouais. C'est ça, ben, il y a ça qui est en interne, mais aussi, par exemple, sur le serveur, eux, ils ont fait de l'apprentissage. Pour la reconnaissance, il faut un apprentissage. Donc, on va lui dire, reconnais les photos de chat et on va dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ouais, Il va reconnaître. Et puis, à force d'apprendre, il va consolider sa base de connaissances, puis il va vraiment reconnaître les patterns. Puis, c'est comme ça qu'on reconnaît systématiquement après un certain objet. fait. Donc là, on Ouais. ne va pas rentrer dans Donc les là, détails c'est des images. On parle d'images. Ouais, c'est ça, d'image. Mais comment on transforme une musique en image? Bon, c'est pas si compliqué que ça. Là, on l'a à gauche, en fait, on prend les fréquences de la musique, puis on fait un spectrogramme des fréquences. Et donc, notre musique, là, elle s'est transformée en image et en image de fréquence. Puis l'ordinateur, lui, il s'en fout de connaître tel et tel artiste. Lui, il se base sur des chiffres. Avec les fréquences, ça marche bien, hein. On peut filtrer, on peut. Fascinant. C'est C'est vraiment ça. fascinant, ça. Fait que là, on Donc, retrouve c'est le spectrogramme de la musique qui devient une image, puis on va se C'est ça. servir de cette image-là maintenant. Et en plus, la machine, ça va être le sample, le spectrogramme, ça va être 30 secondes d'une musique. Fait que dans une musique, on a plusieurs samples. Enfin, au niveau du data, on a des millions de musiques. Dans une musique, on peut faire plusieurs samples de 30 secondes. Puis chaque sample, ils vont être découpés par le CNN et il va apprendre des patterns et il va ressortir des fréquences et le résultat. Donc après, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais on va voir que eux, qu'est-ce que c'est le résultat en fait pour Spotify? C'est qu'ils ont créé des filtres de fréquences. Euh, Là, je sais plus exactement ce que ça représente les filtres à gauche, mais je pense que ça représente différentes fréquences. En fait, on a le chant, les musiques qui ont que de la voix, ceux qui ont des fréquences plutôt basses, de la guitare, des riffs ou que de la voix. Enfin, Exact. On pourrait dire, par exemple, que le premier rectangle à gauche complètement, par exemple, ils savent que typiquement, ça représente, comme tu dis, quelque chose avec du beat, celui à droite, juste de la voix, juste de la musique. Donc, un style de musique particulier va avoir une image particulière, là. Donc, mhm, C'est ça. et Et pour les une regrouper couleur, puis c'est ça. Mais une intensité qui est différente. ouais, les couleurs, il me semble, c'était les fréquences. Puis même, on connaît les fréquences des notes, 440 Hz pour l'accordage, par exemple, pour la guitare, mais on sait que le La, et on va même pouvoir trier les musiques par tonalité, par tempo, par rythme, par instrument qu'il y a dedans. On va savoir quelles musiques ont des batteries, la rapidité, c'est ça, si c'est du métal, si c'est du classique, du piano. On peut vraiment trier et tout classer là. Il n'y a pas de si on voit que ton profil, il aime par exemple que les musiques en tonalité de la, là je dis un peu des bêtises, mais on va pouvoir te proposer que des musiques en la. C'est OK. c'est ça. Et après,
tu prends les trois, là, les trois IA, enfin les trois moyens qu'ils ont pour filtrer, collaborer, tu as vraiment pour proposer des sons. Et là, tu as vraiment un système qui est très fonctionnel puis très efficace là, comparé aux concurrents comme C'est ça. Deezer ou Apple Music. Là, C'est ça qui est fascinant. C'est même Apple, avec tout l'argent qu'ils ont, ils n'ont pas été capables de prendre une place significative. Là, Spotify a encore une part de marché imposante. Il fallait avoir l'idée aussi. Hein. Il fallait avoir l'idée, effectivement. Effectivement, il fallait y penser. Puis là, après ça, il y a toute une infrastructure pour traiter tout ce data-là. Là. Il y a des millions et des millions d'investissements, mais conceptuellement parlant, le fait d'avoir utilisé, par exemple, un spectrogramme des images, ça n'aurait pas été le premier moyen naturel qu'on aurait pu imaginer, mais il en sont arrivés là. Puis je pense que ça, Clément, il y a de l'information sur ce cas-là, justement, sur Internet, mais il y en a plusieurs autres. Là. Il y a plusieurs autres modèles, plusieurs autres entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Dès qu'on a de la recommandation, que ça aille de Amazon à Google, dès qu'on recommande quelque chose, c'est l'IA aujourd'hui où on peut la trouver la plus facilement, c'est tout, il y a de la recommandation. Là. Ouais, tout ce qui est trucs assistants vocaux ou même tout ce qui est Amazon. conduite autonome des automobiles, reconnaissance d'images, etc. Donc, mais ça prenait mathématiquement des gens très brillants. Il y a plus de 70 ans qui ont pensé à ça, mais maintenant, on est rendu à un point où, au niveau technologique, on commence à pouvoir implémenter certaines solutions. Cette semaine, on ne parle pas de l'IA appliquée au monde des prévisions et des ventes. On va en parler dans un prochain Power Hebdo, mais évidemment, effectivement, il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, suggérer, faire des prévisions de vente. Il y a toutes sortes de modèles. Il y a aussi plusieurs contraintes. Dans notre cas, on a fait plusieurs expérimentations dans le passé au niveau statistique. Donc, on va en parler dans une prochaine présentation. Mais sachez que c'est définitivement une avenue qui se développe, puis dans laquelle nous, on investit du temps. Donc, l'utilisation du machine learning, par exemple, pour faire des statistiques, faire des prévisions statistiques, c'est un domaine qui évolue beaucoup, sur lequel nous, on fait des recherches. Donc, on va reparler de ça dans une prochaine présentation. Un point, JF, que tu me disais, au niveau de l'IA, je pense qu'on va conclure là-dessus. Oui. C'est pas l'intelligence artificielle s'en servir, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu me disais donc? C'est qu'en fait, c'est facile de tomber dans on va l'utiliser, on va rentrer dedans, c'est fascinant, c'est intéressant, mais c'est une autre chose à la rentabiliser. C'est d'arriver avec un produit qui va amener un résultat concret, à résoudre quelque chose de concret. C'est toujours ça le défi, de balancer les deux. Mais je pense que c'est d'y aller étape par étape, puis de se documenter, puis de se renseigner. Exact. Nous, on fait des recherches sur le domaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous si ça vous intéresse d'en parler. Encore une fois, on en a parlé la semaine dernière. C'est encore le cas. Tout ce que vous allez voir sur l'IA, on en a parlé aujourd'hui. Vous n'arriverez jamais à des résultats intéressants si vous n'avez pas des données structurées. Puis ça, c'est un des plus graves problèmes dans l'ensemble des entreprises, d'arriver à organiser les données. On disait la semaine passée, 80% du temps des gens qui s'attendent à faire, entre autres, de l'intelligence artificielle est passé à organiser le data. Et ensuite de ça, comme JF le disait si bien, il faut commencer avec la fin en tête, là, puis savoir c'est quoi les bénéfices escomptés qu'on attend. Dans certains cas, on va faire de la recherche fondamentale, évidemment. Là, on n'est pas toujours sur des buts spécifiques et précis, mais dans des PME, pour utiliser l'IA de façon intelligente, je pense qu'il faut être prudent puis informé. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Clément, merci beaucoup pour la présenration. C'était super de te voir. C'était cool, ouais. En passant, si on ne l'a pas dit, Clément est un développeur là, qui est avec nous depuis déjà près de 2 ans? Bientôt 2 ans, ouais. Bientôt 2 ans. Et c'est actuellement le seul membre de notre équipe qui travaille au bureau parce qu'il habite à 2 minutes à pied du bureau. On est tous à distance.
Merci, JF. Merci, Clément. Merci tout le monde. Bonne semaine. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Yes. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Power Hebdo. Bonne semaine, tout le monde. Parfait, bonne Bye. semaine. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.